14h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur l'antenne. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, la situation qui n'est pas encore stabilisée dans l'Hérault. Loin de là, les feux sont contenus, mais ils ne sont pas encore fixés. Comme on dit, on sera sur place dans un instant et c'est clairement la piste criminelle qui est privilégiée désormais. Après 4 jours de vif débat, le projet de loi finances rectificatif a enfin été adopté cette nuit à l'Assemblée nationale. Dans le texte, des mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français. Alors qu'est-ce que ça va changer concrètement pour nous tous? Explication dans ce journal. Et puis c'est une bonne nouvelle. En Ukraine, on va peut-être bientôt recommencer à exporter des céréales et du blé notamment. L'activité reprend dans les ports. C'est une bonne nouvelle pour beaucoup de pays d'Afrique notamment qui commencent sérieusement à vraiment souffrir de ces pénuries. Pénuries de blé notamment. On va partir tout de suite dans le département de l'Hérault. Thomas Herman, bonjour. Vous êtes au PC Sécurité de Saint-Bauzille-de-la-Sylve. C'est l'une des 3 villes touchées par les incendies depuis 24 heures. Les feux ne sont pas encore fixés et on reste inquiet, clairement, pour les prochaines heures, Thomas. Effectivement, puisqu'il y a le facteur des conditions météorologiques à prendre en compte. Même si ce feu il est contenu depuis ce matin, c'est ce qu'ont annoncé les autorités lors d'un point presse, on a des conditions météorologiques qui sont défavorables pour cet après-midi. Alors à l'œil nu, on ne voit très peu ou voire quasiment pas de fumée, de fumerolles sur ces 1000 hectares, ce périmètre donc impacté par cet incendie. Mais il y a quand même du vent, c'est la tramontane notamment avec des rafales jusqu'à 30 km/h et surtout un taux d'humidité dans l'air qui va redescendre en dessous des 20% et les fortes chaleurs qui vont arriver dans le département cet après-midi. C'est pour ça que les 650 sapeurs-pompiers mobilisés restent tout de même très vigilants. Quel est le travail d'ailleurs pour ces sapeurs-pompiers? Eh bien là, c'est notamment le traitement des lisières, puisqu'il faut s'attaquer au périmètre du feu pour s'assurer que ces lisières soient bien noyées et donc s'assurer que ce feu ne progressera plus. Tout de même, il n'est pas encore fixé puisqu'il y a malgré tout ce risque de progression dû aux conditions météorologiques. Quelques bonnes nouvelles tout de même pour les habitants. Aucune habitation n'a été dégradée. Ce feu est arrivé parfois aux portes des communes, voire même de certaines maisons, mais tout ça grâce à l'action des sapeurs-pompiers et de la sécurisation des biens. Aucune maison n'a été dégradée et d'ailleurs les 280 personnes évacuées hier à titre préventif ont pu regagner leur logement. Je rappelle que ce feu s'est déclaré hier en fin de matinée, qu'il a parcouru 800 hectares dans un périmètre de 100 hectares, 1000 hectares impactés par ces flammes. Merci beaucoup Thomas Herman pour ce point en direct de Saint-Bauzille-de-la-Sylve avec Paul Digeot pour BFM TV. Maxime Brandstetter du service police-justice est avec nous cet après-midi. On va évoquer cette piste criminelle qui est privilégiée selon les administrations par rapport aux enquêteurs. C'est la piste d'un pyromane possiblement. Alors quel est le profil des pyromanes ? Et que reste-t-il? On va en venir dans un instant. Tout d'abord sur cette piste criminelle, comment est-ce qu'on l'a identifiée? Alors c'est le procureur de Montpellier qui dit que c'est la piste criminelle, l'hypothèse criminelle qui est privilégiée. Ça ne veut pas tout de suite dire que c'est un pyromane, ça veut dire en tout cas qu'on suppose que cet incendie a été créé volontairement. Et sur quoi il se base? Très simplement, il y a eu 2 départs de feu hier. Ils ont eu 20 minutes d'intervalle entre les deux. Ils se situent à 1,5 km d'écart l'un de l'autre. Donc on émet l'hypothèse que c'est peut-être une même personne ou un même groupe de personnes qui a créé ces feux. Alors maintenant, il va falloir creuser cette hypothèse, éventuellement essayer de retrouver des responsables. Pour ça, la première chose à faire, c'est comme pour tout crime, il faut retrouver la scène de crime. Il va falloir que les enquêteurs de la gendarmerie puissent accéder à l'endroit où le feu a démarré. À l'heure où je vous parle, on ignore toujours si c'est possible, s'ils ont réussi déjà à le retrouver et s'ils y ont accédé. Une fois qu'ils auront retrouvé cet endroit à travers diverses techniques comme l'étude des vents, ils remontent un petit peu, eh bien ils pourront regarder cette scène de crime. Alors vous savez, on le dit souvent, l'ADN, la reine des preuves, et dans ces cas-là, c'est très très compliqué parce que tout a brûlé, l'ADN a été détruite. C'est pour ça qu'il y a assez peu de résolution dans les cas d'incendie criminel. Ils vont ramasser tout ce qu'ils peuvent, étudier tout ce qu'ils peuvent pour essayer de comprendre et établir un profil pour le suspect. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question qu'on pose depuis longtemps. Est-ce qu'il y a un profil type du pyromane? Est-ce que ça existe ça, Maxime? C'est un profil psychologique qui est assez reconnu. On a pu en parler avec des psychologues, cliniciens, criminologues. Le pyromane, en fait, c'est quelqu'un qui a du mal à identifier et gérer ses émotions. Et souvent, d'ailleurs, le pyromane, avant de passer à l'action, il est dans un état d'énervement assez intense. Et en fait, il décharge ses émotions en créant un incendie, en mettant le feu quelque part. Ce qui aide souvent les enquêteurs à les identifier, c'est que beaucoup de pyromanes reviennent ou restent sur les lieux de l'incendie. Ils ont même tendance
à aider les pompiers, à gérer la circulation, à évacuer les gens, parce qu'ils éprouvent une certaine jouissance, à savoir que seuls eux savent qu'ils sont responsables de cet incendie. On voit ce qu'on a provoqué, c'est ça, voilà. Exactement, regardez ce qu'ils ont provoqué, et en même temps se faire féliciter parce qu'ils aident, ils ont souvent une attirance pour les pompiers, etc. Alors la pyromanie, il faut tout de même préciser que ça se soigne à l'aide de thérapie. On peut apprendre aux pyromanes à gérer leurs émotions, qui sont très très peu dans la population. C'est considéré comme un trouble du comportement, c'est important. Ce n'est pas une abolition du discernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pyromane, eh bien, il est considéré comme responsable de ses actes. On peut le punir pour ça. Et faire un incendie volontaire, on risque 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Mais si c'est une forêt ou un bois, c'est un peu plus élevé, c'est 15 ans de prison. Merci beaucoup Maxime Branchetter avec nous sur BFM. On est également en duplex avec Rony Ponce. Bonjour, vous êtes le maire d'Aumelas. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes l'une des 3 villes de l'Hérault qui ont été confrontées à ces incendies ces dernières heures. Les pompiers sont toujours donc à l'œuvre chez vous? Oui, exactement. Donc, en fait, Aumelas a été impacté. C'est vrai, c'est une commune de 5826 hectares. Donc, on est sur une zone Natura 2000, donc avec des espèces. Bon, là, les bonnes nouvelles sont que on ne déplore aucune victime, donc sur l'ensemble des masses de la commune. La population a été évacuée, donc on a eu les consignes, donc ils pouvaient regagner donc leur domicile à 12h15 ce jour. Dans le calme, car vous savez, dont les colonnes des pompiers du SDIS sont présentes, et donc il ne faut pas perturber leur travail. Ensuite, c'est vrai que je tenais, vu que j'ai le micro à ce moment, remercier le SDIS, le conseil départemental, service incendie, nos brigades de gendarmerie, nos sapeurs-pompiers, nos soldats du feu, la communauté commune Val-d'Hérault, tous les élus du secteur, parce que tout le monde, on a serré les coudes, on fait front commun dans cette période de crise. Lorsque vous avez un peu plus de 1000 hectares de brûlés sur vos territoires, avec des espèces, le biotope qui touche la faune et la flore, forcément ça nous impacte. Déjà l'avantage c'est qu'on a des forces et des moyens techniques qui sont permises par le SDIS, donc je remercie aussi tous les sapeurs-pompiers de l'ensemble du territoire et d'autres territoires qui sont venus nous prêter main forte, remercier les forces de l'ordre, les soldats du feu, car c'est vrai, c'est un travail de longue haleine, et comme vous le savez, nous sommes en période de sécheresse, et donc ce qui se passe, c'est que Secos, Natura 2000, Saint-Beauzile, Saint-Paul et Valmal, que ce soit Agnan, Puy-Chabon, ont besoin de nos soldats du feu, et c'est là où il est important de rappeler un message fort, de maintenir dans les obligations légales de débroussaillage des maisons. Voilà, ça c'est très important. Monsieur le maire, je crois qu'il y a environ entre 100 et 150 personnes du village qui ont été évacuées il y a de ça un peu plus de 24 heures. Est-ce que les habitants ont commencé à regagner leur domicile ou pas encore ? Alors voilà, donc ce que je vous disais, la population d'Aumelas, au total, ça a été en fait 250 personnes d'évacuées, car hier nous avions un mariage sur la commune, donc avec 150 personnes, dont ils ont dû évacuer déjà le château bas d'Aumelas, une des zones, mais ensuite il a fallu évacuer surtout 2 zones sensibles, Mas d'Arnaud, Mas d'Ancoste, qui ont été rapatriées sur le centre équestre des Trois Fontaines pour l'hébergement. Sur la salle polyvalente de Vendémian, donc pour de la restauration, et où ce matin ils ont rejoint la place de la Fontaine à Cabrials, et où ils ont pu partager le déjeuner à midi quart, et ils ont eu la bonne nouvelle de pouvoir regagner leur domicile à partir de 12h15. Merci beaucoup Rony Ponce de nous avoir répondu cet après-midi. On vous souhaite évidemment bon courage sur la commune d'Aumelas pour les heures à venir où il y a encore du vent évidemment. On en vient à présent à l'actualité économique en France avec cette bonne nouvelle, le chômage qui a encore continué à baisser au 2e trimestre. C'est Pôle emploi qui nous a donné ce chiffre ce matin. À la fin juin, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A avait baissé, vous le voyez, de 0,8% par rapport à la fin mars. On parle là des demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout travaillé. Ça peut représenter un peu moins de 27 000 personnes. Oui, on en reparlera avec Pierre Kufferman dans 10 minutes parce que vous allez voir que le gouvernement planche déjà, réfléchit en tout cas à une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Mais on verra ça dans un petit peu moins de 10 minutes. Et puis, en France toujours, il a fallu 4 jours pour y arriver. Ça s'est terminé péniblement à 4 heures du matin, mais ça y est. Les députés ont enfin réussi à voter les dernières mesures en faveur du pouvoir d'achat à l'Assemblée. Il faudra bien sûr voir ce qui sera modifié au Sénat dans la foulée. Qu'y a-t-il en tout cas dans ce qui a été voté cette nuit ? On voit ça tout de suite avec Valentin Demey.
Le ministre de l'économie l'assure, ce projet de loi de finances rectificative va redonner du pouvoir d'achat aux Français. L'objectif de ce texte, je le rappelle, c'est le pouvoir d'achat des Français. Et c'est trouver le bon équilibre entre protéger ce pouvoir d'achat et protéger nos finances publiques. La mesure sans doute la plus concrète pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est la suppression de la redevance qui finance l'audiovisuel public. L'exécutif estime que la suppression de cet impôt rendra aux Français 138 € par an, une mesure qui concernera près de 23 millions de foyers. Autre mesure symbolique, les députés ont voté en faveur d'un amendement qui permettra aux employés de convertir en salaire les RTT non utilisés, une mesure qui inquiète la NUPES. On a vu qu'on monétisait même maintenant les jours de RTT non pris, ce qui est extraordinaire. Je trouve qu'on est sur un système libéral que Macron avait déjà commencé, mais on enclenche encore une vitesse et c'est très très inquiétant pour les salariés de notre pays. L'Assemblée nationale a aussi acté le rehaussement du plafond des heures supplémentaires. Désormais, elles seront défiscalisées à hauteur de 7 500 € contre 5 000 € auparavant. Concernant l'énergie, le bouclier tarifaire sera toujours effectif jusqu'à la fin de l'année. La hausse des prix de l'électricité reste plafonnée à 4% et les prix du gaz sont toujours gelés à leur niveau d'octobre 2021. La remise sur le carburant passera elle à 30 centimes dès septembre, contre 18 centimes jusqu'à présent. Enfin, l'Assemblée nationale s'est prononcée en faveur d'une renationalisation à 100% d'EDF, une opération à 9,7 milliards d'euros destinée à sortir le groupe de son ornière financière et industrielle. Donc ce projet de loi de finances rectificative qui a été voté cette nuit après 4 jours de débat assez âpre. On en parle avec vous, Alexis Cuvillier du service politique de BFM TV. Une séquence qui a peut-être donné le ton pour les mois à venir ? Oui, c'est la conséquence bien sûr du vote du mois de juin, de ces législatives dont est ressortie une assemblée très fragmentée avec des partis aux extrémités qui sont très forts, qui font entendre leur position, d'abord par leur voix, avec des interpellations parfois vigoureuses du gouvernement, mais aussi par leur vote, qui contraignent parfois l'exécutif à des mesures qu'il ne soutenait pas au départ. C'est ce qu'il s'était passé la nuit dernière sur les retraites avant que l'amendement soit finalement retiré. Les aides pour les ménages se chauffant au fioul et l'aide au financement du RSA pour les collectivités, Bercy n'en voulait pas et va être obligé de faire avec. Sur le deuxième point, vous savez que la majorité a perdu le soutien ponctuel à ce moment-là du groupe Horizon, les proches d'Édouard Philippe, et la présidente du groupe Renaissance Aurore Berger a appelé ce midi à la loyauté au sein de la majorité. Ce matin, Bruno Le Maire a relativisé l'échec sur certaines mesures. Il s'est félicité que le paquet global autour de 20 milliards d'euros n'ait pas été trop dépassé. Le gouvernement est soulagé parce que la logique de compromis, notamment avec la droite, ça leur a permis de sauver l'essentiel des deux textes, le texte pouvoir d'achat et la loi de finances rectificative. Comme attendu, LR a été un arbitre clé dans cette nouvelle assemblée, mais c'est une situation compliqué à gérer pour la droite, qui est sur une ligne de crête, pour reprendre l'expression en vogue chez certains élus à droite. Être une opposition utile, sans sembler non plus trop penché pour le gouvernement. En coulisses, certains s'inquiètent que ce message ne soit pas très clair, ne soit pas très compréhensible pour certains dans l'électorat de la droite. C'est du pain béni pour le Rassemblement national, qui a d'ores et déjà dit la nuit dernière que LR n'était plus un parti d'opposition. Merci beaucoup Alexis Cuvillier avec nous sur BFM TV. Il est 14h12. Pendant ce temps, Emmanuel Macron poursuit sa mini-tournée en Afrique. Il était au Cameroun hier. Il est au Bénin en ce moment où il tiendra d'ailleurs tout à l'heure une conférence de presse avec le président béninois Patrice Talon. On suivra ça en direct sur BFM TV. Bonjour Ulysse Gosset, on vous retrouve d'ores et déjà en direct de Cotonou, la capitale. Quels sont les gros enjeux de cette visite pour la France et pour le Bénin, Ulysse ? Eh bien, l'un des enjeux essentiels de cette visite, c'est la coopération sécuritaire, militaire entre la France et le Bénin. Car depuis plusieurs mois, les djihadistes ont multiplié les attaques au nord du pays, au nord du Bénin. Et depuis plusieurs mois également, eh bien, les djihadistes venus du Sahel, du Burkina Faso, infestent tout le golfe de Guinée. Et c'est la raison d'ailleurs, cette situation menaçante, de la présence ici aux côtés d'Emmanuel Macron, du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Emmanuel Macron donc a rencontré tout à l'heure, et il continue les discussions avec son homologue béninois Patrice Talon, avec lequel les relations se sont beaucoup améliorées au cours des dernières semaines, des derniers mois, avec la restitution par la France
de quelques 26 trésors du royaume du Dahomey, l'ancien Bénin, au 19e siècle. Des œuvres qui sont maintenant ici, à Cotonou, et que les habitants peuvent venir voir au palais présidentiel, et c'est une grande fierté pour le pays. Ça a amélioré les relations entre Emmanuel Macron et le président béninois, qui est un homme finalement assez proche d'Emmanuel Macron, car il est pro-business, il lance des réformes, sa priorité c'est l'économie, et on voit la différence déjà aujourd'hui au Bénin. Mais l'opposition et les organisations humanitaires reprochent à l'actuel président béninois d'avoir fait reculer la démocratie et d'avoir étouffé l'opposition. C'est d'ailleurs l'un des sujets qui sera également abordé par le président français, en espérant peut-être de bonnes nouvelles, peut-être la libération d'opposants dans les semaines qui viennent. L'autre point fort, ce sont des accords de coopération, notamment avec la création d'un institut culturel franco-béninois, et puis surtout un accord de formation qui va permettre d'aider le Bénin à former notamment quelques 8000 ingénieurs par an. C'est le besoin de ce petit pays d'Afrique. Donc vous voyez, beaucoup de choses au menu, le militaire, la sécurité, la coopération et la culture, avec ces trésors du Dahomey qui étaient exposés à Paris au musée du Quai Branly et qui sont maintenant ici, de retour, en Afrique, sur la terre de leurs ancêtres. Merci Ulysse Gosset, en direct de Cotonou, donc la capitale économique du Bénin, avec Maxime Deveau pour BFM TV. On retrouvera évidemment lorsque Emmanuel Macron prendra la parole. En Ukraine, à présent, une bonne nouvelle, on va sans doute pouvoir recommencer rapidement à exporter des céréales. C'est la marine ukrainienne qui l'a annoncé tout à l'heure. Ça y est, le travail a repris, selon les termes de la marine, dans les principaux ports du pays, celui notamment d'Odessa, qui avait été bombardé, vous le savez, le week-end dernier par l'armée russe. On va parler avec Dominique Marie qui est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour. C'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine, c'est une bonne nouvelle aussi pour beaucoup de pays à travers le monde, des pays africains notamment qui attendent avec grande impatience la reprise des exportations de blé. On souffre des pénuries dans beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui. Oui, pays d'Afrique, pays du Maghreb. Je pense notamment particulièrement à l'Égypte. Ouais. L'Égypte qui importe pas loin de 80% de céréales en provenance de la Russie et de l'Ukraine. Donc évidemment, on doit se réjouir qu'effectivement ça avance sur le déblocage des ports, notamment celui d'Odessa. C'est malin d'ailleurs des Ukrainiens de leur part d'annoncer en premier que voilà, ils se mettent déjà au travail. C'est une manière de dire si ça bloque dans le futur, ce sera sans doute à cause des Russes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'instant, ces ports c'est simplement du personnel qui est revenu, notamment des techniciens qui vont travailler notamment à définir des routes. Pour l'instant, il n'y a pas de cargo dans ces ports qui sont en train d'être chargés, on n'en est pas encore là. Définir des routes parce que vous comprenez bien que dans cette mer Noire qui est occupée d'une certaine manière par la marine russe, c'est compliqué de circuler. Il va falloir définir des corridors, c'est ce à quoi s'attellent en ce moment ces experts du côté d'Odessa et de l'Ukraine, dans une mer où il y a aussi beaucoup de mines flottantes, donc évidemment c'est très dangereux. Ça va être fait. Ce qui est fait aussi et ce qui montre qu'on est en train d'avancer, c'est que du côté de la Turquie, le centre de contrôle opérationnel de ces exportations et de ces routes entre justement l'Ukraine et la Turquie a été inauguré. Reste maintenant à ce qu'il soit occupé par les personnes qui vont le piloter. 4 personnes très importantes, un Russe, un Ukrainien, un Turc pour superviser tout ça, et puis aussi un représentant de l'ONU. Voilà, donc on avance, c'est pas encore pour tout de suite, on imagine que les premières exportations pourront être faites d'ici une semaine, mais il faut se rappeler, une semaine, 15 jours, il faut se rappeler que cet accord est quand même très précis, qui a été signé avec les Russes, qui ont exigé notamment qu'on puisse contrôler les bateaux qui iraient en direction de l'Ukraine, parce qu'ils craignent que ces bateaux vides puissent emmener des cargaisons d'armes en direction de l'Ukraine. Donc voilà, cet accord a été signé. On commence à avancer du côté des Ukrainiens, on avance du côté des Turcs. On imagine que les premières livraisons, en tout cas départ, 25 millions quand même 25 millions de tonnes de céréales en Ukraine en souffrance pourraient commencer à être livrées et partir du pays dans les toutes prochaines semaines. Merci Dominique Marie pour ces précisions. Tout de suite l'écho. Dominique. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Votre programme avec Hiscox, l'assureur des TPE et des indépendants. Et comme on vous connaît très bien, on sait que ça va vous plaire. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume. Alors Emmanuel Macron l'avait annoncé, c'est vrai, le 14 juillet dernier, il veut à nouveau réformer l'assurance chômage pour inciter les demandeurs d'emploi à saisir les offres qui ne trouvent pas preneur. Et ce matin, c'est dans le Parisien, c'est le ministre du Travail qui lève un petit peu le voile sur la possible feuille de route de cette nouvelle réforme. Oui, que dit donc Olivier Dussopt? Que, je cite, nos règles d'indemnisation doivent tenir compte de la situation du marché de l'emploi comme le fait le Canada. Quand ça va bien, on durcit les règles
Et quand ça va mal, on les assouplit. Traduction, Pierre, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Déjà qu'il va falloir se mettre d'accord sur la façon d'évaluer la situation de l'emploi qui justifierait de changer les règles. Ça pourrait être par exemple le fait que pendant plusieurs trimestres consécutifs, le chômage augmente ou baisse. On a vu que là, il avait baissé. Est-ce que c'est 2 trimestres de suite ? Est-ce que c'est 3 trimestres de suite ? Ça, c'est vraiment un point qui pourrait être négocié avec les partenaires sociaux. Mais ça pourrait aussi, c'est ce que dit le ministre, être une commission d'experts qui se chargerait de cette évaluation, comme c'est le cas finalement pour le SMIC, où chaque année, vous avez un groupe de 5 économistes qui publient un rapport dans lequel il fait des préconisations au gouvernement sur l'évolution du SMIC. Et donc, selon que ça va mieux ou que ça va moins bien, qu'est-ce qui pourrait changer alors concrètement ? Alors là, vous pouvez actionner 2 leviers finalement. Premier levier, c'est là où les durées d'indemnisation, parce que je vous rappelle qu'en France aujourd'hui, on a un maximum de 2 ans pour les moins de 53 ans, puis qu'après ça augmente, ça va jusqu'à 3 ans pour les 55 ans et plus. Donc cette durée, elle pourrait varier davantage. Et puis le deuxième levier, c'est le niveau des allocations, le montant versé. Aujourd'hui, l'indemnité que perçoivent chaque jour les demandeurs d'emploi qui ont droit à l'ARE, l'allocation de retour d'aide à l'emploi, elle est fixe, sauf pour une catégorie de demandeurs d'emploi. C'est ceux qui se sont retrouvés au chômage alors qu'ils gagnaient avant 4 500 € par mois. Pour eux, on est en mode dégressivité, c'est-à-dire qu'ils perdent 30% de leur indemnité après 6 mois d'indemnisation. Alors, justement, pour justifier cette dégressivité, l'argument c'était que les cadres, puisqu'on parle des cadres là, sont dans une situation de plein emploi et que donc c'est plus facile pour eux de retrouver du travail. Et l'idée c'est d'étendre finalement ce principe à tous les demandeurs d'emploi. Alors Pierre, vous le disiez tout à l'heure, Olivier Dussopt évoque l'exemple du Canada. Quelle est la règle là-bas ? Alors là, c'est selon le taux de chômage de la région où vit le demandeur d'emploi. Vous avez donc d'un côté la durée d'indemnisation qui va varier. Alors elle va varier du simple au triple. C'est pas rien. Ça voudrait dire, si on faisait pareil en France, que on aurait entre 1 année et 3 années d'indemnisation. Et puis alors il y a le calcul de ce que va toucher le demandeur d'emploi. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est horriblement compliqué. Mais disons, pour faire simple, que plus le chômage, le taux de chômage est bas, plus le calcul est défavorable, si j'ose dire, aux chômeurs. Bon, tout ça, ça donne finalement un cadre de ce que le gouvernement aimerait mettre en place. Mais vraiment, on n'en est qu'aux prémices de cette réforme qui, je le répète, est souhaitée par le chef de l'État. Un peu usine à gaz, mais enfin on verra ce qu'il en sera dans quelques mois. Merci beaucoup Pierre. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. C'était votre programme avec Hiscox, l'assureur des TPE et des indépendants. Et comme on vous connaît très bien, on sait que vous voulez la suite. C'est les vacances, ça ne vous a pas échappé. Et on va partir près de Lyon à la découverte du plateau d'Izeron, où on peut exercer pas mal d'activités, vous allez voir, en plein air, et où on peut en plus prendre un peu le frais, puisqu'on est à 700 mètres d'altitude. Ce n'est pas négligeable. Reportage de Damien Chartron avec Camille Giudice. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Donc là, du coup, tu es tout bien attaché. Le but, ça va être de s'allonger en fait entièrement dans ton baudrier. Donc tu peux te baisser comme ceci. Voilà, super. Dernière consigne avant le grand départ à bord de cette tyrolienne. Allez, bonne descente à toi. 3, 2, 1. Ça y est, l'aventure commence. Une balade dans les airs d'1 kilomètre au-dessus du plateau d'Izeron. Quelques minutes suspendues. De retour sur la terre ferme, cette famille est séduite. On décolle, le cœur il s'affole un peu et puis après c'est incroyable, on a l'impression d'être un oiseau en fait. C'est très cool, très doux, avec une visualisation sur la vallée impressionnante, c'est génial. Un peu plus loin, ces apprentis sportifs découvrent l'acrobranche. Comment ça se passe? Bien. Ouais, t'as pas peur? Non. Perché à environ 1 mètre au-dessus du sol, Clément doit passer de l'autre côté de cet obstacle. Un défi d'équilibre sous le regard attentif de sa mère. Ils se débrouillent plutôt bien, hein. Donc voilà, c'est vraiment sympathique. Ces parcours ludiques, ça leur permet vraiment de passer de très bonnes vacances et puis voilà, de bien s'amuser et se dépenser. Sur le site, 19 parcours d'acrobranche plus ou moins difficiles sont proposés aux grimpeurs. Ce que j'ai préféré, c'est le saut de Tarzan. C'est celui qui fait un peu plus peur, donc c'est plus drôle, quoi. Le plus drôle pour Justine et ses camarades, mais pas forcément
pour tous leurs accompagnateurs. Ah, ça y est, ça y est. Ah, ça y est. Ouais, moi, ça me fait la trouille, c'est tout. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime? Mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter. Et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis. Rien de compliqué. Vous allez sur le site commejaime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur commejaime.fr. commejaime.fr. Tenez. Ah, merci. Mesdames et messieurs, notre train a franchi les 300 km/h. D'ailleurs, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Allez, bonne journée. Avec la carte avantage à 49 € par an, moins 60% pour les enfants. Il y aura toujours un TGV Inouï sur lequel compter. Même si mes parents et mes grands-parents sont à la Massif, j'ai quand même voulu voir par moi-même ce qui se faisait ailleurs. Et la Massif était l'assureur qui proposait le meilleur rapport qualité-prix. En fait, on se rend compte que c'est devenu un choix. C'est étrange, mais je me suis retrouvé à parrainer mes parents en fait. Alors que normalement c'est l'inverse. La Massif, c'est vous. Real Betis Marseille, ce soir à 20h25 en direct sur RMC Story. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. C'est super bon, c'est quoi? C'est au citron corse. Je me suis donné beaucoup de mal pour en trouver. Mais tu connais bien nos régions du talent chez Leclerc. Enfin, ils ont la même. La préparation au citron corse, c'est toute une histoire. Mais c'est surtout une de nos 500 spécialités régionales produites en France. Nos régions ont du talent. Leclerc. Oh my God. Parents, ne soyez plus sur leur dos, mais dans leur poche. Rechargement instantané, carte personnalisable, messagerie intégrée, et hop, dans la poche. Card, l'app d'argent de poche qui vous rapproche. Cabaya résiste à tous vos rêves. Découvrez nos sacs sur cabaya.com. Enterprise Rent-A-Car peut vous aider dans toutes les missions de la vie. Pour que vous puissiez vous déplacer, travailler et rentrer chez vous en toute liberté. Quelle que soit votre mission, Enterprise aide plus de 150 000 personnes à travers l'Europe chaque jour. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la crête est à partir de 369 €, tout compris. Rendez-vous sur BFM Nice Côte d'Azur, votre chaîne dédiée à Nice et à la Côte d'Azur. Info locale, météo, trafic, sport, OGC Nice, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 sur votre télé et votre smartphone. Retrouvez BFM Nice Côte d'Azur, canal 31 de la TNT, sur les box et applications gratuites. Info locale, service, proximité. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Frisk, rebooste-toi. Maintenant, triple fraîcheur pour 2 heures d'haleine fraîche avec Frisk Clean Breath. Rise up and sing with me, 'cause we are strong, we are free. Hey! Rise up and see the light. Rise up and see the light. The feeling of being alive. Feeling of being alive. Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 10 millions de personnes.
Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. La météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. C'est une bien belle journée encore aujourd'hui, il va falloir en profiter avant une prochaine dégradation. Voici l'anticyclone qui protège encore la France et c'est vrai qu'on a quelques nuages qui s'invitent ici sur le nord-ouest. Alors on a un dégradé mais vous le voyez c'est quand même une très belle journée sur la plupart des pays et toujours pas d'eau. Les températures, elles fraîchissent quand même sur l'ouest, tandis qu'elles restent chaudes sur le sud-est. 22 degrés, c'est la minimale à Brest ou encore à Cherbourg, jusqu'à 34 degrés cet après-midi sur les Bouches-du-Rhône. Et puis demain, un petit changement va s'amorcer avec ces nuages qui vont arriver donc par le nord-ouest et qui vont gagner ensuite progressivement une bonne partie nord-ouest du pays, localement quelques gouttes dans l'après-midi sur la Bretagne, mais aussi sur les Charentes-Maritimes. On aura aussi quelques coups de tonnerre attendus en soirée sur les Pyrénées. Et puis le vent qui va changer de direction, un vent marin qui devrait apporter d'ailleurs un peu d'humidité, c'est pas plus mal. Quelques coups de tonnerre et des averses également sur les Alpes. Les températures, elles seront encore fraîches sur le nord-ouest et ce petit 10 degrés à Aurillac, mais déjà 25 à Nice. Et puis dans l'après-midi, ça va monter à la faveur du soleil, bien sûr, avec des valeurs comprises entre 23 degrés sur le nord-ouest jusqu'à 33 degrés, même 35 degrés en vallée du Rhône. La suite, ça s'annonce plutôt pas super avec cette dégradation orageuse qui va gagner les régions allant des Pyrénées jusqu'aux Alpes à partir de vendredi. C'était la météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. Les titres à la une de votre journal à 14h30 sur BFM TV, les incendies qui se suivent cet été. Cette fois, c'est en Ardèche que plusieurs feux viennent de se déclarer. La préfecture parle de 3 foyers, pour le moment d'ores et déjà identifiés. On va vous donner les premières informations dans un instant. Et puis, dans l'Hérault, les feux sont contenus cette fois-ci, mais ils ne sont toujours pas fixés à cause du vent. On reste évidemment inquiet encore pour les prochaines heures. À l'étranger, les ports ukrainiens ont repris le travail après la signature samedi d'un accord avec la Russie sur les exportations de céréales, aussitôt violé d'ailleurs par un bombardement russe à Odessa. La situation est en passe d'être débloquée. Comment exactement? Nous retrouverons notre envoyé spécial en Ukraine, Angèle Ouattara, dans quelques minutes. Après 4 jours de vif débat, le projet de loi de finances rectificatif a enfin été adopté à l'Assemblée nationale. Dans le texte, des mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français, fin de la redevance télé, monétisation des RTT non pris, remise de 30 centimes à la pompe. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Explication dans cette édition. Mais tout d'abord, ces incendies qui sont donc actuellement en cours en Ardèche. Le CODIS, le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, estime la situation préoccupante. La préfecture confirme sur Twitter l'existence d'au moins 3 foyers. Un à Fraissinet avec 10 hectares brûlés, 30 pompiers mobilisés. Un autre à Saint-Julien-du-Cerf où 1 hectare est pour l'instant parti en fumée, mobilisant 20 autres pompiers. Et le plus important, à Lussas-la-Ville-Dieu, sur environ 20 hectares. Et au total, 20 engins, 200 pompiers sont mobilisés, ainsi que des renforts de 2 colonnes de la zone sud-est. Les pompiers sont positionnés en protection des points sensibles de la zone d'activité de la Ville-Dieu. 5 Canadair, un Dash, un hélicoptère sont également déployés. On vous donnera bien sûr toutes les informations au fur et à mesure qu'elles nous parviendront. Et puis on vous le disait, sur le front des incendies, cette fois-ci du côté de l'Hérault, un peu plus d'optimisme au sujet des feux du plateau d'Aumelas. Ils sont désormais contenus, mais toujours pas fixés. Et dans plus de 1000 hectares de végétation sont partis en fumée depuis hier. Les quelques 500 habitants du village qui ont été évacués ont pu rentrer chez eux, mais bien sûr, le site reste sous étroite surveillance. Stéphanie Zenati. Au poste de commandement des pompiers de l'Hérault, donc on continue les opérations telles que je vous le disais. Les autorités font un point de situation. Et pour la première fois depuis de longues heures, ils semblent un peu plus optimistes. Le feu ne progresse plus. Je ne peux pas dire qu'il est fixé, mais il est bloqué sur les lisières et tout l'effort consiste à ce qu'il ne bouge plus à partir des lisières, tout autour du périmètre brûlé. Un périmètre qui s'étend sur une vingtaine de kilomètres. La surveillance est donc maximale car avec la chaleur, le vent et la sécheresse, tous savent qu'ils ont affaire à un terrain compliqué. Le terrain est très escarpé, très difficile d'accès. C'est vraiment de la végétation qui est dense. Nous redoutons qu'il y ait des reprises là où ça a été malgré tout contenu. C'est dans la nuit que la situation a réussi, sinon à être maîtrisée, au moins à être stabilisée.
Dans la pénombre, sans relâche, 650 pompiers ont lutté contre les flammes. En quelques heures seulement, le feu a parcouru ici pratiquement 1000 hectares de garrigues et de forêts. Mais vers 2h30 du matin, c'est une petite victoire. Le vent est tombé. Une aide précieuse pour les pompiers. La tête a pu être ralentie et on essaie de la fixer sur l'avant, c'est-à-dire que le feu ne progresse plus ou très lentement à ce stade sur la commune, sur l'avant, qui était un sujet d'inquiétude pour nous. On traite également plusieurs kilomètres de lisière, à gauche et à droite. Là, on est sur le flanc droit, donc vous avez pu voir ces points d'activité qui sont multiples et que les sapeurs-pompiers, en pleine nuit, malgré une journée déjà compliquée, traitent au mètre par mètre. Un travail minutieux, sous l'œil du maire de Saint-Bosile de la Silou. Je soutiens les pompiers qui sont en train de lutter contre l'incendie qu'il y a sur ma commune. Donc effectivement, étant donné que je connais assez bien le territoire, ça permet aussi d'aller plus vite sur les reprises de feu. Nous, sur la commune, c'est pratiquement 3/4 de la commune qui a brûlé. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Aucune habitation n'a été touchée. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de ces 2 incendies qui désormais n'en forment plus qu'un. La piste criminelle est privilégiée. Voilà pour la situation dans l'Hérault et puis en Gironde, c'est le soulagement actuellement où les incendies ont pu être fixés ces derniers jours, vous le savez. Et à la Teste de Bûche, bien désormais la dune du Pilat, ce fameux site touristique de référence dans la région, qui était resté inaccessible pendant 2 semaines, rouvre. Justine Fontaine, vous êtes notre envoyée spéciale sur place. Ça y est, donc la dune est de nouveau accessible aux promeneurs uniquement par bus et les activités peuvent donc reprendre dans le secteur, mais toujours sous haute surveillance. Exactement, et c'est une très bonne nouvelle, cette réouverture de la dune du Pilat, déjà pour les professionnels du tourisme, parce que cette saison touristique a été fortement impactée ici sur le bassin d'Arcachon, une baisse de la fréquentation de 40% par rapport à un été normal. Eux attendaient la réouverture de la dune du Pilat, mais les vacanciers aussi l'attendaient avec impatience. On va justement aller voir Justine. Justine, bonjour, vous êtes venue en famille d'Angers. Vous l'attendiez là, la réouverture de la dune? Tout à fait, on avait choisi cette destination spécialement pour venir sur cette dune du Pilat et ça y est, on y est, avec le beau soleil, c'est super agréable. Vous aviez prévu une journée à Arcachon et vous avez appris hier soir que ça rouvrait? Oui, tout à fait, donc ça tombe parfaitement, on avait choisi de passer la journée aujourd'hui à Arcachon et donc c'est super. Et alors, votre impression face à cette vue splendide? C'est super, c'est immense. On a le soleil et puis la fraîcheur avec ce petit vent. On est content de passer ce moment en famille. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez compris, les vacanciers, donc ravis de pouvoir monter au sommet de cette dune. Mais effectivement, vous l'avez dit, il y a des conditions de sécurité un petit peu particulières. Pas question de venir en voiture par ses propres moyens. Il faut prendre une navette. Certains versants de la dune sont inaccessibles, les versants qui ont été endommagés par l'incendie. Et puis, le massif forestier est pour l'heure toujours interdit au public. Merci beaucoup Justine Fontaine, donc depuis la Teste de Bûche en Gironde pour BFM TV. On va revenir un instant sur ce qui s'est passé dans l'Hérault parce que la police, le parquet évidemment de Montpellier semble privilégier la piste criminelle, étant donné la proximité des départs de feu. On va en parler un petit peu de tout ça avec Jean-Pierre Bouchard qui est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur Bouchard, vous êtes psychologue et criminologue pour parler un petit peu de ces pyromanes qui sévissent malheureusement année après année. Question déjà qu'on pose bien souvent, est-ce qu'il y a un profil type du pyromane, Monsieur Bouchard? Est-ce que ça existe, ça? Alors, juste pour le contexte, la majorité des incendies, enfin beaucoup d'incendies, sont allumés volontairement par des gens ou accidentellement. Et dans ces incendiaires, il y a une petite catégorie, mais qui est récurrente, que l'on trouve toujours et depuis longtemps, qu'on appelle les pyromanes. Et les pyromanes sont des gens très particuliers, parce qu'ils ont une fascination pour le feu et un intérêt extrêmement grand pour le feu. Ils fantasment sur le feu, au point que certains en éprouvent un émoi érotique, sexuel, etc. Et ce qui les pousse à fantasmer dessus. Et pour certains, ils vont jusqu'à passer à l'acte et allumer le feu. Alors évidemment, l'été et les forêts sont des périodes et des zones de prédilection pour eux, puisqu'ils peuvent allumer des feux qui, quelquefois, deviennent des très grands feux, comme c'est le cas actuellement en France. Alors, vous décriviez ce qui pousse les pyromanes à allumer ces feux. Est-ce que pour autant, on peut dire que c'est une pathologie? Quel type de mal ça représente, cette pyromanie? Non, c'est pas du tout une maladie mentale. Ils sont aussi, si on les expertise, ils sont considérés comme responsables pour la plupart pénalement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de maladie mentale avérée qui abolirait leur discernement, par exemple. Ils savent parfaitement ce qu'ils font, ils veulent le faire. Et ils savent tout à fait qu'il y aura des conséquences liées au feu.
En général, ils ne prévoient pas parce qu'ils ne savent pas si les feux vont être de grande ampleur ou pas. Mais ce sont des gens qui ont un libre arbitre à peu près correct pour l'immense majorité. Ce qui fait qu'au maximum, on parle de troubles de la personnalité, mais pas du tout de maladie mentale. Et on peut les comparer dans ce qu'on appelait autrefois les pervers sexuels aux pédophiles. C'est-à-dire qu'il y a il y a des gens qui fantasment sur les enfants. Mais tous ces gens qui fantasment sur les enfants ne passent pas à l'acte sur les enfants. C'est la même chose pour les pyromanes. Il y a des personnes qui fantasment donc sur le fait de mettre le feu, etc., mais ne passent pas à l'acte. Cependant, certains passent à l'acte et ils sont particulièrement habiles pour la plupart, pour ne pas être débusqués. Mais certains peuvent développer un intérêt tel qu'ils vont revenir sur les lieux ou participer aux enquêtes. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Dernière question, Monsieur Bouchard. Oui, comment on les coince? Effectivement, c'est ce qu'on croit entendre, c'est que certains font du zèle jusqu'à être présents avec la police, avec les enquêteurs ou sur les lieux pour nettoyer, ramasser effectivement ce qui peut être sauvé. Voilà, c'est ça aussi le double jeu de ces personnes. Oui, alors ça c'est vrai, mais c'est une partie des pyromanes seulement, et d'autres, tout simplement, ne sont pas retrouvés. Il n'y a pas de liens qui sont faits, s'il n'y a pas de traces pertinentes ou il n'y a pas de témoins qui les ont vus. Ce sont des gens qui passent à l'as, en quelque sorte, sur le plan judiciaire et qui sont aptes à récidiver. Après, il y a la question, est-ce qu'on peut leur faire arrêter ça pour ce qu'on connaît? C'est extrêmement difficile. Je ne connais pas de psy qui se risquerait à dire qu'il y a la solution miracle pour guérir, entre guillemets, les pyromanes. Certains peuvent effectivement espacer leur passage à l'acte, voire cesser. Mais la plupart, on ne les connaît pas parce que, tout simplement, ils ne sont pas interpellés. Et encore une fois, ce ne sont pas des gens qui souffrent de ça, mais qui en jouissent. Donc, ils ne viennent pas nous consulter, à nous les psys. Et donc, on les connaît très mal. Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard pour les éclairages que vous nous avez apportés sur ces personnes qui malheureusement allument volontairement certains de ces incendies dont on parle sur notre antenne cet été. Merci à vous. L'actualité à présent à l'étranger, en Ukraine, autour des exportations de céréales. Après la signature samedi d'un accord entre Kiev et Moscou et sa violation quasi immédiate, vous le savez, par la Russie, la marine ukrainienne affirme aujourd'hui que les ports ont, je cite, repris le travail. Angie Loata, vous êtes notre envoyé spécial dans la capitale ukrainienne avec Caroline Bertolino. Qu'est-ce que ça signifie à ce stade exactement, cette reprise du travail ? Écoutez, il y a deux signaux positifs qui ont été envoyés aujourd'hui. L'un, vous l'avez dit, par la marine ukrainienne qui explique, alors on n'en est toujours pas au stade du chargement des cargos, mais que le travail a repris. Cela signifie que des hydrographes, des experts également en sécurité maritime se penchent sur les itinéraires qui seront privilégiés dans les prochains jours pour pouvoir exporter les différentes céréales qui sont actuellement disponibles et bloquées dans les ports de la mer Noire. Et puis deuxième signal positif, celui de l'ouverture de ce centre de coordination à Istanbul qui sera en charge de regarder que justement les cargos ne transportent que des céréales et rien d'autre, pas d'armes par exemple. Pourquoi c'est extrêmement important? Je vous propose de le regarder, de le lire, de le sentir également à travers le témoignage d'un Français qui est agriculteur installé en Ukraine depuis près de 13 ans. Nous l'avons rencontré avec Caroline Bertolino. Là, on a 1000 hectares de colza et 1500 hectares de blé à moissonner. Il faut penser à la récolte malgré des stocks qui ne s'écoulent plus. Depuis le début de la guerre, Florian n'a pu exporter que 400 tonnes de céréales sur 7000. Son espoir, la réouverture des ports de la mer Noire. Si ce canal-là ne réouvre pas, de toute façon, on restera toujours qu'à 20-30% des capacités d'export du volume ukrainien qui était exporté l'année dernière. Le 15 janvier dernier, alors que la tension montait, il a vendu 50% de ses céréales. Une précaution qui ne l'a pas préservé de la crise. On n'imaginait pas. On n'imaginait pas la fermeture des ports. On n'imaginait pas. On a essayé de prévoir la guerre. Et à aucun moment, tout ce qu'on avait prévu ne s'est réalisé. Un homme qui a mis sa famille à l'abri en France lorsque la Russie terrifiait le nord de l'Ukraine. Revenu début avril, il sait que la menace plane toujours. On est 200 km sous la frontière biélorusse. Donc on a un œil attentif à ce qui se passe en Biélorussie, puisque du jour au lendemain, il pourrait y avoir une invasion. Une incertitude permanente qui ne fait pour autant pas fuir l'entrepreneur. On a beaucoup de salariés ici qui travaillent père et fils. On les a recrutés un à un, on les a formés un à un. On n'a pas créé cette ferme et on n'a pas semé les terres en se disant de toute façon, du jour au lendemain, en 6 mois, on peut tout abandonner et tout laisser derrière nous. Parmi la cinquantaine de salariés de Florian, 11 sont actuellement au front, mobilisés pour défendre leur pays.
En France, à présent, ça a pris 4 jours. Ça s'est terminé péniblement à 4 heures du matin. Mais ça y est, on a adopté à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances rectificative. 4 jours de débat vif. Principal sujet de discorde cette nuit, c'est l'amendement sur les 500 millions d'euros supplémentaires de pension de retraite. Le gouvernement a demandé à faire revoter. Et ça n'est pas passé une deuxième fois. Yael Khan, Johan Chérifi avec Milan Erjas. Pour 224, contre 121. Sous les applaudissements de la majorité présidentielle et les contestations de l'opposition, les députés reviennent sur l'augmentation de 500 millions d'euros des pensions de retraite. L'exemple parfait d'une nouvelle nuit agitée à l'Assemblée nationale. Hier, en fin de journée, les députés votent contre l'avis du gouvernement, une revalorisation supplémentaire de 500 millions d'euros pour les pensions de retraite. Mais à la fin de l'examen de ce texte, le ministre de l'économie Bruno Le Maire demande une seconde délibération. Au milieu de la nuit, l'amendement de réécriture du gouvernement est adopté. La NUPES dénonce ce second scrutin. Monsieur le ministre, la seconde délibération, c'est le match retour du mauvais perdant. Vous êtes à l'instant des mauvais perdants et vous ne pratiquez pas le jeu démocratique. L'amendement est jugé inutile par le gouvernement. Nous avons revalorisé les pensions de retraite de 4%, que cela représente un effort de l'État de 5 milliards d'euros, 10 fois plus que cet amendement. Et les retraités de France savent que l'endettement public pèse sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils sont plus responsables que vous. Aux alentours de 3 heures du matin, les députés du Rassemblement national ont choisi de quitter l'hémicycle, avant même l'ouverture du vote sur le projet de loi finances rectificative. Sous une allusion à peine voilée, Sébastien Chenu fustige le vote des Républicains. Ça démontre aussi des deals probablement peu glorieux entre une majorité et certains groupes qui, on peut le dire de façon un peu triviale, retournent leur veste au beau milieu de la nuit, probablement en échange de quelques cadeaux que l'avenir nous permettra d'apprécier. Après plusieurs jours de délibération, le projet de loi finances rectificative a été voté cette nuit par une majorité de députés. Le texte doit désormais être examiné au Sénat avant de revenir à l'Assemblée nationale. Et ce texte, accouché dans la douleur, intègre plusieurs mesures en faveur du pouvoir d'achat. Marie-Jeanne Tric, on vous retrouve à l'Assemblée nationale pour BFM TV. Quelles sont les principales mesures qui ont été votées et qu'est-ce que ça va changer pour les Français concrètement ? Alors il y a plusieurs mesures phares parce que ce texte en quelque sorte c'est le deuxième volet du texte sur le pouvoir d'achat qui avait été adopté la semaine dernière. Alors ces mesures phares, pour n'en citer que quelques-unes, il y a déjà la renationalisation d'EDF à 100%, une opération dont le coût s'élève à 9,7 milliards d'euros. On peut également parler de la suppression de la redevance audiovisuelle, une mesure dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines parce que c'est une mesure qui a fait débat. Autre mesure phare de ce texte, c'est le relèvement du plafond de la défiscalisation des heures supplémentaires. Jusqu'à présent, ce plafond, il était à 5 000 euros. Grâce à ce texte, en raison de ce texte, il passe à 7 500 euros. Ça, c'était une mesure qui était très soutenue par la droite. Et puis, on peut également parler de l'augmentation de la ristourne sur le prix des carburants. Le gouvernement a trouvé un accord avec les députés, les Républicains. Et la ristourne devrait passer de 18 centimes à 30 centimes sur le litre de carburant. J'utilise le conditionnel parce que cette mesure, elle doit encore être précisée par un décret. Et puis tout au long de ces 4 jours de débats intenses, ce qu'on a pu voir également, c'est que le gouvernement a essuyé plusieurs revers. À plusieurs reprises, il a été mis en minorité par l'opposition. On peut notamment parler de cet amendement qui a été adopté contre l'avis du gouvernement parce que les Républicains, la NUPES, l'Alliance de gauche et le Rassemblement national se sont unis. C'est un amendement qui permet une aide de 230 millions d'euros pour les foyers qui se chauffent au fioul. Merci beaucoup Marie-Jeanne Tric, donc à l'Assemblée nationale pour BFM TV. Et justement à ce sujet, bonne nouvelle, le chômage a encore continué à baisser au deuxième trimestre. C'est Pôle emploi qui nous a donné le chiffre tout à l'heure. À la fin juin, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A avait baissé de 0,8% par rapport à la fin mars. Là, on parle des demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout travaillé. Ça représente un peu moins de 27 000 personnes. On en reparlera tout à l'heure avec Pierre Cufferman parce que vous verrez que le gouvernement, ça se confirme, travaille, réfléchit à une nouvelle réforme de l'assurance chômage. On verra ça tout à l'heure aux alentours de 15h15. À 14h47, on continue de suivre la tournée en Afrique de l'Ouest d'Emmanuel Macron. Deuxième étape aujourd'hui, après le Cameroun, hier, où il a dénoncé l'agenda de la Russie. Le président français est aujourd'hui au Bénin. Il y rencontre son homologue Patrice Talon dans la capitale économique Cotonou. Nous allons sur place retrouver Ulysse Gosset avec Maxime Deveau pour en savoir plus sur l'enjeu de cette nouvelle étape.
L'un des enjeux essentiels de cette visite, c'est la coopération sécuritaire militaire entre la France et le Bénin. Car depuis plusieurs mois, les djihadistes ont multiplié les attaques au nord du pays, au nord du Bénin. Et depuis plusieurs mois également, eh bien, les djihadistes venus du Sahel, du Burkina Faso, infestent tout le golfe de Guinée. Et c'est la raison d'ailleurs, cette situation menaçante, de la présence ici aux côtés d'Emmanuel Macron, du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Emmanuel Macron donc a rencontré tout à l'heure, et il continue les discussions avec son homologue béninois Patrice Talon, avec lequel les relations se sont beaucoup améliorées au cours des dernières semaines, des derniers mois, avec la restitution par la France de quelques 26 trésors du royaume du Dahomey, l'ancien Bénin, au 19e siècle. Des œuvres qui sont maintenant ici, à Cotonou, et que les habitants peuvent venir voir au palais présidentiel, et c'est une grande fierté pour le pays. Ça a amélioré les relations entre Emmanuel Macron et le président béninois, qui est un homme finalement assez proche d'Emmanuel Macron, car il est pro-business, il lance des réformes, sa priorité c'est l'économie, et on voit la différence déjà aujourd'hui au Bénin. Mais l'opposition et les organisations humanitaires reprochent à l'actuel président béninois d'avoir fait reculer la démocratie et d'avoir étouffé l'opposition. C'est d'ailleurs l'un des sujets qui sera également abordé par le président français, en espérant peut-être de bonnes nouvelles, peut-être la libération d'opposants dans les semaines qui viennent. L'autre point fort, ce sont des accords de coopération, notamment avec la création d'un institut culturel franco-béninois, et puis surtout un accord de formation qui va permettre d'aider le Bénin à former notamment quelques 8000 ingénieurs par an. C'est le besoin de ce petit pays d'Afrique. Donc vous voyez, beaucoup de choses au menu, le militaire, la sécurité, la coopération et la culture, avec ces trésors du Dahomey qui étaient exposés à Paris au musée du Quai Branly et qui sont maintenant ici, de retour, en Afrique, sur la terre de leurs ancêtres. 14h50 sur BFM TV. Ma recette avec un chef, c'est Roselyne Dubois qui est en cuisine aujourd'hui. Devinez ce qu'elle nous cuisine aujourd'hui. Une bonne tarte au sucre. Tarte au sucre. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On retrouve ce matin Guillaume Cabrol qui nous accueille au Georges V, chef boulanger du Georges V. Ça sent très très bon autour de nous. Et on va faire ensemble une tarte au sucre. Exactement. Donc pour ce faire, on a besoin d'œufs, de farine, du sel, du sucre, de la levure, du beurre et de la vanille. Go. Ouais. Donc on va pétrir tout ça. Ouais. Et attends Guillaume, parce que tout le monde n'a pas un pétrin comme ça à la maison, ça prend la moitié de la cuisine déjà. Alors. Comment on fait si on n'a même pas, dans l'idéal on a au moins un robot, oui, voilà. Un petit KitchenAid. On met tout dedans. Ouais. Si c'est pas le cas. À la main. Ah oui, carrément à la main. On peut le faire à la main. Ça prend un peu plus de temps, comme de la pâte à tarte. Exactement, voilà, c'est un peu plus fatigant, mais ça marche. Voilà, à peu près. Ouais, moi je trouve que ça ressemble. Mon gros pâton, ça fait... Mais je dois avoir les mains trop chaudes, il faut aller plus vite. Ah oui. Là, on va les laisser se reposer une demi-heure au froid et on va les abaisser au laminoir. D'accord, donc ça vient les aplatir. Quoi, exactement. Voilà. Essayez de bien centrer. Et ben c'est parfait, impeccable. Donc maintenant, on va mettre à pousser. Oui. Donc pousser, c'est lever, fermenter quoi. Exactement. Donc là, on va la mettre dans une chambre de pousse. Si on n'en a pas, on a un four éteint pour fermer avec un peu d'eau chaude. D'accord. La pâte a poussé pendant 90 minutes. On la laisse reposer une demi-heure au froid. D'accord. Il faut simplement mettre de la dorure. Du jaune d'œuf, tout bêtement. Exactement. Donc on la met partout. Un petit peu de sucre par-dessus. D'accord. Comme ça. Et là, pour le coup, tu vas faire des trous. C'est vraiment, si on fait très, c'est pas gênant. Je fais régulier, quoi. Exactement, toujours régulier. On va mettre un petit peu de beurre. Super, merci. Et donc là, on va les cuire dans ce très beau four. Exactement. Bon, le four de la maison, ça marche aussi, hein. Oui, exactement. Donc un four, 210, 200. Et là, 20 minutes. Donc, après 20 minutes. Après 20 minutes. Donc, pour la finition, un peu de sirop dessus. Sirop, sucre et eau. Plus qu'à goûter. Dégustation. Je peux? Ah oui, c'est même conseillé. C'est bon? Totalement. On retrouve le goût de la brioche en mieux. C'est vrai que c'est un petit peu long avec le temps de repos, c'est toute une organisation. Mais franchement, ça vaut le coup. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence.
14h53 sur BFM TV. Restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur ces nouveaux incendies, cette fois-ci dans le département de l'Ardèche. Au moins 3 foyers, selon la préfecture, et une situation décrite comme préoccupante par le CODIS sur place. Des feux qui pourraient être là aussi d'origine criminelle. On fera le point sur ces incendies dans notre journal de 15h. Restez avec nous, mais avant cela, tout de suite, la météo. La météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. C'est une bien belle journée encore aujourd'hui. Il va falloir en profiter avant une prochaine dégradation. Voici l'anticyclone qui protège encore la France. Et c'est vrai qu'on a quelques nuages qui s'invitent ici sur le nord-ouest. Alors on a un dégradé, mais vous le voyez, c'est quand même une très belle journée sur la plupart des pays et toujours pas d'eau. Les températures, elles fraîchissent quand même sur l'ouest, tandis qu'elles restent chaudes sur le sud-est. 22 degrés, c'est la minimale à Brest ou encore à Cherbourg. Jusqu'à 34 degrés cet après-midi sur les Bouches-du-Rhône. Et puis demain, un petit changement va s'amorcer avec ces nuages qui vont arriver donc par le nord-ouest et qui vont gagner ensuite progressivement une bonne partie nord-ouest du pays. Localement, quelques gouttes dans l'après-midi sur la Bretagne, mais aussi sur les Charentes-Maritimes. On aura aussi quelques coups de tonnerre attendus en soirée sur les Pyrénées. Et puis le vent qui va changer de direction, un vent marin qui devrait apporter d'ailleurs un peu d'humidité, c'est pas plus mal. Quelques coups de tonnerre et des averses également sur les Alpes. Les températures, elles seront encore fraîches sur le nord-ouest et ce petit 10 degrés à Aurillac, mais déjà 25 à Nice. Et puis dans l'après-midi, ça va monter à la faveur du soleil, bien sûr, avec des valeurs comprises entre 23 degrés sur le nord-ouest jusqu'à 33 degrés, même 35 degrés en vallée du Rhône. La suite, ça s'annonce plutôt pas super, avec cette dégradation orageuse qui va gagner les régions allant des Pyrénées jusqu'aux Alpes à partir de vendredi. C'était la météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. Téléchargez gratuitement l'application BFM TV. Recevez les alertes infos pour ne rien rater. Regardez la chaîne en direct. À tout moment, nos contenus exclusifs. Mais aussi, écoutez BFM Radio et les podcasts. BFM TV, première sur l'info. Mais madame, j'ai l'habitude, je suis pas folle. Je l'avais rangée, elle a dû sortir et se remettre toute seule dans la roue. Non mais vraiment, je comprends pas. Rassurez-vous, nous on vous comprend. Et on vous assure à partir de 10 € par mois. Euro Assurance, vous voilà rassuré. Master Coach par Terraillon, la balance connectée pour vous aider à perdre du poids. Avec Master Coach, suivez l'évolution de vos masses corporelles jour après jour. Restez connecté à votre bien-être avec Master Coach par Terraillon. Retrouvez Master Coach sur terraillon.com. Quand vous commandez comme j'aime, vous recevez d'abord ce gros colis. Dedans, vos repas pour 1 mois et à l'intérieur, 4 valisettes, une par semaine, et dans chaque valisette, tous vos repas pour une semaine. Par exemple, lundi, le matin, muesli au chocolat, au déjeuner, blanquette de volaille, au goûter, un cookie, et le soir, lasagne végétarienne. Vous allez vous régaler et perdre du poids. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Vous aussi, vous voulez changer les choses? Éco-rénover votre maison? Réduire la consommation d'énergie de votre entreprise? Passer à l'électrique? Au Crédit Agricole, on sait qu'ensemble on y arrivera. Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2 000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur les chaînes locales de BFM. Enfin une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, l'acte est à partir de 369 €, tout compris. La vie est toujours en mouvement. Imprévisible. Et belle.
La vie est la meilleure histoire. Pandora, pour toutes les histoires. Bûcheron, un métier à haut risque, ce soir à 21h05 sur RMC Découverte. Pourquoi un compte, ça coûte bonbon? Et pourquoi une carte, ça coûte un bras? Et pourquoi tout ça, ça coûte la peau des fesses? Ouf. Avec Nickel, un compte, ça coûte juste 20 €. Oui, oui, 20 €. Alors, qui dit mieux que moins cher? Qui? Nickel, un compte, une carte, un RIB. En 5 minutes chez votre buraliste. Rejoignez le mouvement. Voici le prix que Sophie a payé pour son séjour à l'hôtel. Pas mal, Sophie. Laura a séjourné dans le même hôtel avec les mêmes avantages, mais la différence est flagrante. Pourquoi? Eh bien, Sophie a trouvé son hôtel sur son site habituel, alors que Laura a utilisé Trivago pour comparer les tarifs des principaux sites de réservation et dénicher une super offre. Quelque chose me dit que Sophie utilisera Trivago la prochaine fois. Un hôtel? Trivago. Bientôt 15h sur BFM TV. Dans l'actualité, les incendies qui se suivent. Cette fois, c'est en Ardèche que plusieurs feux viennent de se déclarer. On sera sur place dans un instant. L'Hérault aussi, là, la situation est loin d'être maîtrisée. Les feux sont maîtrisés, mais pas fixés à l'heure actuelle. On ira sur place, bien sûr, dans un instant. Les incendies donc en Ardèche également. Plusieurs feux qui se sont déclarés, environ au moins 3 selon la préfecture, sont d'ores et déjà identifiés. On va vous donner toutes les informations dans quelques instants avec nos reporters sur place notamment. Et puis dans l'actualité également, le pouvoir d'achat, ça y est, on a voté dans la douleur les dernières mesures gouvernementales. Ça s'est terminé à 4h du matin. Qu'y a-t-il véritablement dans ce qui a été voté? On verra ça bien sûr dans quelques minutes. À la une également, cette bonne nouvelle pour l'Ukraine. On va peut-être bientôt recommencer à exporter des céréales et du blé. L'activité reprend en effet dans les ports. Ça va se faire petit à petit, mais une bonne nouvelle aussi pour beaucoup de pays d'Afrique notamment qui commencent vraiment à souffrir de cette pénurie de céréales. Département de l'Hérault, Thomas Herman, vous êtes au PC sécurité de Saint-Bauzy-de-la-Sylve. C'est l'une des 3 villes touchées par les incendies depuis 24 heures dans ce département. Des feux qui ne sont pas fixés et on reste inquiet clairement pour les prochaines heures, Thomas. Alors la bonne nouvelle désormais, c'est que ce feu est désormais fixé. Ça a été annoncé il y a quelques instants par les sapeurs-pompiers. Pourquoi il a été fixé? Eh bien, on a notamment fait ce travail assez important, c'est le traitement des lisières, donc le périmètre du secteur des 1000 hectares qui ont été impactés par cet incendie. Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est pour s'assurer qu'il ne progresse pas davantage dans le périmètre déjà incendié. Mais attention, fixé ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des reprises à l'intérieur du périmètre déjà incendié. C'est pour ça qu'il y a encore les sapeurs-pompiers qui sont mobilisés dans ce secteur pour intervenir si besoin à la moindre reprise. Surtout que les conditions météo cet après-midi sont semblables à celles d'hier après-midi avec de fortes températures, un taux d'humidité dans l'air qui est assez bas et surtout du vent. Alors c'est de la tramontane avec des rafales jusqu'à 30 km/h. La bonne nouvelle également, c'est pour les habitants. Les 280 personnes qui ont été évacuées hier à titre préventif ont pu regagner leur logement durant la journée. Le feu est arrivé à proximité des habitations, mais aucune n'a été dégradée. Là aussi, grâce au travail des sapeurs-pompiers qui ont fait ce qu'on appelle de la sécurisation de biens pour protéger l'ensemble des habitations. Le périmètre, on reste du coup à 1000 hectares. C'est le périmètre impacté par cet incendie. Au total, c'est 800 hectares qui ont été brûlés. Merci beaucoup pour ces précisions. Thomas Herman avec Paul Dijon en direct donc de l'Hérault pour BFM TV. Et puis on en parle également avec vous, Maxime Branchetter du service police-justice BFM TV. Pour plusieurs choses. Tout d'abord parce qu'on a appris donc qu'au cours de cette enquête, une personne a été placée en garde à vue. Il s'agit d'un pompier volontaire. Il est suspecté d'avoir allumé l'un de ces incendies. Exactement. Il est en garde à vue depuis cette nuit et c'est grâce à son véhicule que les enquêteurs ont pu remonter jusqu'à lui. Je vous explique. Tout commence le 26 mai. En début de soirée, il y a 3 départs de feu constatés sur la commune de Saint-Privat et il y a un témoin qui contacte les enquêteurs et il raconte qu'il a aperçu un véhicule roulant à vive allure et tout feu éteint. Les enquêteurs continuent leur investigation. Le 21 juillet, il y a d'autres départs de feu sur un chemin de terre menant la commune de Saint-Jean-de-la-Blaquière. Et là, on constate encore que le même véhicule était présent. Et enfin, cette nuit, du 26 au 27 juillet 2022, on a également observé le même véhicule près de 4 départs de feu, toujours de cette commune de Saint-Jean-de-Blaquière. On a donc mis en garde à vue le propriétaire de ce véhicule.
qui est donc un sapeur-pompier volontaire du SDIS de l'Hérault. Évidemment, il faut rester prudent. On va faire des auditions, l'interroger, essayer de comprendre, essayer de vérifier que c'est bien lui avant peut-être d'aller un peu plus loin. On peut quand même rajouter ce qu'on dit dans notre antenne depuis le début sur le profil des pyromanes qui souvent, après avoir allumé un incendie, restent pour observer ce qu'ils ont fait, voire même essayer d'aider à l'éteindre. Ça peut correspondre à le profil quand on voit que c'est un sapeur-pompier volontaire. Est-ce que ça existe au passage un profil type du pyromane, Maxime? Ça existe ça se définit ou pas? En tout cas, les psychologues ont des documents, ont beaucoup travaillé la question et il y a effectivement beaucoup de choses qui se recoupent. On peut résumer, un pyromane, c'est quelqu'un qui a du mal à comprendre et à gérer ses émotions et qui les exprime en allumant des incendies. Souvent, les pyromanes sont dans un état de stress assez fort avant de commettre un incendie et ils éprouvent une certaine jouissance lorsqu'ils l'allument. Ce sont donc des profils qui se recoupent. Souvent, comme on l'expliquait, ils peuvent rester près des endroits où ils ont allumé le feu. Ils peuvent essayer d'aider. On a notamment début juillet, il y a un jeune de 18 ans qui a été arrêté après avoir allumé plusieurs feux. Eh bien, il avait rendez-vous avec les sapeurs-pompiers pour essayer de devenir sapeur-pompier volontaire. Vous voyez, il y a des choses qui se recoupent comme ça. On peut préciser enfin que la pyromanie, ça se soigne à l'aide de thérapie. On peut aider les pyromanes à comprendre leurs émotions. Et c'est donc considéré comme un trouble du comportement et non pas une abolition du discernement. Ce qui veut dire que les pyromanes, eh bien, ils sont responsables devant la justice. Et pour des feux de forêt, ils risquent jusqu'à 15 ans de prison et 150 000 € d'amende. C'est bien de le préciser. Merci beaucoup, Maxime, pour ces explications. Bonjour, Éric Flores. Merci de répondre à notre invitation cet après-midi. Vous êtes directeur du SDIS de l'Hérault. On va faire le point avec vous sur la situation, donc sur ces foyers, donc ces deux incendies. On entendait avec notre reporter sur place tout à l'heure que le feu était fixé. Vous nous le confirmez ? Tout à fait, le feu est à présent fixé. Maintenant, on est sur des éléments entre guillemets de technique, c'est-à-dire que maintenant on fait une traitement actif de la lisière et c'est très compliqué avec la reprise du vent, avec l'ensemble des éléments thermiques que l'on a en ce moment, de pouvoir continuer à maîtriser l'ensemble de l'incendie. Néanmoins, fixé, ça veut dire qu'on a un dispositif qui ne va pas forcément plus évoluer et qui est là pour continuer à traiter tous les éléments incandescents qui restent sur l'incendie. Vous nous dites effectivement les vents restent une menace pour les prochaines heures. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir rester vigilant 5, 6 heures, 12 heures ou encore quelques jours finalement, au minimum? Alors nous allons rester vigilants bien évidemment au moins jusqu'à demain matin. La nuit va être encore importante puisqu'avec la baisse des températures, ça nous permet encore de traiter de manière plus forte toutes les reprises éventuelles. Nous avons des drones avec des caméras thermiques qui nous permettent de traiter l'ensemble du périmètre de l'incendie et j'espère que pour demain matin, on pourra déterminer le feu totalement maîtrisé, voire dans la journée de demain après-midi, sûrement le feu éteint. Quels sont les moyens personnels et matériels qui sont encore mobilisés à l'heure actuelle ? Actuellement, nous avons 450 sapeurs-pompiers encore sur le terrain. Donc ça fait encore plus de dizaines de colonnes qui sont présentes sur le terrain, avec des sapeurs-pompiers encore, des renforts qui sont venus de la Savoie, de la région Rhône-Alpes, de l'Aveyron, un petit peu des départements limitrophes et encore plus de 300 sapeurs-pompiers héroltés sur le terrain. Merci beaucoup, Éric Flores, d'avoir répondu à nos questions cet après-midi pour ce point de situation. Donc, concernant les feux, on le précise, du département de l'Hérault. Et on va partir en Ardèche, où effectivement, au moins 3 foyers se sont déclarés depuis maintenant quelques heures. On est en ligne avec le maire de la Ville-Dieu dans le département de l'Ardèche, Gérard Saucle. Bonjour, monsieur le maire, merci. Est-ce que vous m'entendez, monsieur le maire? Oui. Bonjour, merci, monsieur le maire. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous confirmez les informations qui nous parviennent? Au moins 3 foyers identifiés chez vous aux alentours? Écoutez, le feu est parti ce matin entre 8h30 et 9h moins le quart. Effectivement, plusieurs foyers. Vous dites 3 pour l'instant, il n'y a aucune information qui peut confirmer ça, mais en revanche, plusieurs foyers ont été identifiés. Et sous l'effet d'un vent assez soutenu, 30 à 40 km/h dans la garrigue, ce feu a progressé très très vite et il était en direction donc de la commune de la Ville-Dieu et notamment de sa zone d'activité économique
donc qui regroupe 70 entreprises et il y a 300 personnes qui travaillent. Voilà, que pouvez-vous nous dire justement sur la protection peut-être de la population de votre commune ? Oui, en termes de population, donc il n'y a pas de danger direct sur la population. C'était la zone d'activité qui était la plus menacée. Et grâce au travail remarquable des pompiers de l'Ardèche, soutenus par leurs collègues, moi j'ai vu des pompiers de la Drôme, il devait y en avoir du Gard. Il y a plus de 200 ou 250 pompiers sur le terrain, avec les avions et 5 Canadair et un Dash 8. Donc les bâtiments, vous savez, la principale préoccupation, là, c'est de sécuriser les bâtiments et les personnes. Hein. 300 personnes de cette zone ont été évacuées. Les 300 personnes de cette zone ont été évacuées, monsieur le maire. Oui, absolument. Oui, il y a eu des évacuations d'entreprises. La sécurisation des bâtiments, se termine. Le feu, il n'est pas complètement maîtrisé, mais disons, il est contrôlé. Voilà. En revanche, compte tenu de la température, du vent et de la sécheresse de notre garrigue alentour, vous savez, ça repart ici ou là de manière très, très fréquente. Donc, il est toujours en progression vers le sud, vers la commune qui est au sud de la Villedieu, c'est-à-dire la commune de Vaugué, en bordure d'Ardèche. Et quelles sont les consignes de sécurité que vous pourriez donner peut-être à vos administrés ? Mes administrés, ils téléphonent à la mairie, vous en doutez. Le village n'est pas menacé, donc en termes de population, il n'y a pas de risque particulier. Il faut être vigilant, et évidemment. Sur la zone actuellement, c'est contrôlé. Il n'y a pas eu de blessés, ni parmi les pompiers à ma connaissance, ni parmi les gens qui travaillaient dans les entreprises. Mais ça a été quand même quelque chose d'assez gigantesque. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des images, mais il y a eu des départs, toute une garrigue en feu avec une zone industrielle au milieu et bien sûr des habitations ici ou là. Clairsemées, c'était assez impressionnant. Oui, elle commence à nous parvenir ces images comme toujours très impressionnantes. Ouais. Merci monsieur le maire. Oui. Merci infiniment. Bon courage pour les prochaines heures, monsieur le maire, chez vous du côté de la Villedieu. Gérard Saucle, le maire de la Villedieu dans le département de l'Ardèche avec nous sur BFM TV. En France, toujours bonne nouvelle, le chômage a encore continué à baisser au deuxième trimestre. C'est Pôle emploi qui nous a donné le chiffre ce matin. Fin juin, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A avait baissé de 0,8% par rapport à la fin mars. On parle des demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout travaillé. Ça représente un peu moins de 27 000 personnes, chiffre que nous a donné donc Pôle emploi ce matin. 15h10 sur BFM TV, les débats très houleux à l'Assemblée nationale. Il aura fallu 4 longs jours pour y arriver, mais ça y est, c'est terminé, péniblement à 4h du matin. Les députés ont enfin réussi, en tout cas, à voter les dernières mesures en faveur du pouvoir d'achat à l'Assemblée cette nuit. Donc, il faudra voir bien sûr ce qui sera modifié éventuellement au Sénat dans la foulée. Qu'a-t-il en tout cas dans ce texte qui a été voté cette nuit? Les détails avec Valentin Demey. Le ministre de l'économie l'assure, ce projet de loi de finances rectificative va redonner du pouvoir d'achat aux Français. L'objectif de ce texte, je le rappelle, c'est le pouvoir d'achat des Français. Et c'est trouver le bon équilibre entre protéger ce pouvoir d'achat et protéger nos finances publiques. La mesure sans doute la plus concrète pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est la suppression de la redevance qui finance l'audiovisuel public. L'exécutif estime que la suppression de cet impôt rendra aux Français 138 € par an, une mesure qui concernera près de 23 millions de foyers. Autre mesure symbolique, les députés ont voté en faveur d'un amendement qui permettra aux employés de convertir en salaire les RTT non utilisés, une mesure qui inquiète la NUPES. On a vu qu'on monétisait même maintenant les jours de RTT non pris, ce qui est extraordinaire. Je trouve qu'on est sur un système libéral que Macron avait déjà commencé, mais on enclenche encore une vitesse et c'est très très inquiétant pour les salariés de notre pays. L'Assemblée nationale a aussi acté le rehaussement du plafond des heures supplémentaires. Désormais, elles seront défiscalisées à hauteur de 7 500 € contre 5 000 € auparavant. Concernant l'énergie, le bouclier tarifaire sera toujours effectif jusqu'à la fin de l'année. La hausse des prix de l'électricité reste plafonnée à 4% et les prix du gaz sont toujours gelés à leur niveau d'octobre 2021. La remise sur le carburant passera elle à 30 centimes dès septembre, contre 18 centimes jusqu'à présent. Enfin, l'Assemblée nationale s'est prononcée en faveur d'une renationalisation à 100% d'EDF, une opération à 9,7 milliards d'euros destinée à sortir le groupe de son ornière financière et industrielle. Voilà 4 jours de débat à l'Assemblée, âpre, haut en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire. 4 jours qu'on peut-être donner le ton des prochains mois à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous expliquait Alexis Cuvillier du service politique de BFM TV tout à l'heure. Écoutez.
C'est la conséquence, bien sûr, du vote du mois de juin, de ces législatives dont est ressortie une assemblée très fragmentée, avec des partis aux extrémités qui sont très forts, qui font entendre leur position, d'abord par leur voix, avec des interpellations parfois vigoureuses du gouvernement, mais aussi par leur vote, qui contraignent parfois l'exécutif à des mesures qu'il ne soutenait pas au départ. C'est ce qu'il s'était passé la nuit dernière sur les retraites, avant que l'amendement soit finalement retiré. Les aides pour les ménages se chauffant au fioul et l'aide au financement du RSA pour les collectivités, Bercy n'en voulait pas et va être obligé de faire avec. Sur le deuxième point, vous savez que la majorité a perdu le soutien ponctuel à ce moment-là du groupe Horizon, les proches d'Édouard Philippe, et la présidente du groupe Renaissance Aurore Berger a appelé ce midi à la loyauté au sein de la majorité. Ce matin, Bruno Le Maire a relativisé l'échec sur certaines mesures. Il s'est félicité que le paquet global autour de 20 milliards d'euros n'ait pas été trop dépassé. Le gouvernement est soulagé parce que la logique de compromis, notamment avec la droite, ça leur a permis de sauver l'essentiel des deux textes, le texte pouvoir d'achat et la loi de finances rectificative. Comme attendu, LR a été un arbitre clé dans cette nouvelle assemblée, mais c'est une situation compliqué à gérer pour la droite, qui est sur une ligne de crête, pour reprendre l'expression en vogue chez certains élus à droite. Être une opposition utile sans sembler non plus trop penché pour le gouvernement. En coulisses, certains s'inquiètent que ce message ne soit pas très clair, ne soit pas très compréhensible pour certains dans l'électorat de la droite. C'est du pain béni pour le Rassemblement national, qui a d'ores et déjà dit la nuit dernière que LR n'était plus un parti d'opposition. L'actualité à l'étranger à présent, en Ukraine, où l'on va probablement pouvoir recommencer rapidement à exporter des céréales. C'est la marine ukrainienne en tout cas qui a annoncé cela cet après-midi. Le travail qui pourrait reprendre dans les principaux ports du pays, celui d'Odessa notamment, qui avait, on vous le rappelle, été bombardé le week-end dernier par l'armée russe. Bonjour Dominique Marie, rebonjour. Il serait temps que ça reprenne ces exportations parce qu'on l'a dit et répété, il y a beaucoup de pays d'Afrique notamment, qui attendent avec grande impatience la reprise des exportations de blé, des pays d'Afrique notamment. Oui, des pays d'Afrique francophone. On est habitué à manger du blé, notamment de la baguette. C'est voilà l'héritage de la colonisation. Pays du Maghreb également, d'autres pays comme l'Égypte, où rendez-vous compte, près de 80% des céréales qui sont importées viennent d'Ukraine et de Russie. Donc autant vous dire que les autorités doivent être soulagées d'apprendre que d'abord il y a eu cet accord et que ça commence petit à petit à se débloquer. Pour autant, il faut bien comprendre que malgré les annonces des Ukrainiens, pour l'instant il n'y a pas de cargos qui sont arrivés, il n'y a pas de cargos qui sont en train d'être chargés. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement les activités autour du port ont repris. Il y a notamment des experts qui sont en train de définir des routes maritimes, parce que vous imaginez bien qu'on est en pleine guerre toujours là-bas, que cette mer Noire est occupée d'une certaine manière par la marine russe. Il y a aussi des mines qui sont flottantes près d'Odessa, mais aussi en mer, qui ont dérivé. Donc il faut sécuriser tous ces couloirs. Alors, ce qui fait dire que tout ça est en train de s'accélérer malgré tout, c'est que de l'autre côté, en Turquie qui avait présidé, vous vous en souvenez, à ces négociations entre la Russie et l'Ukraine, qui va jouer un petit peu les go-between, la Turquie annonce l'ouverture de ce centre opérationnel qui est censé justement réguler ce trafic entre l'Ukraine et la Turquie pour gérer ces exportations. Donc ce centre est inauguré. Reste maintenant à ce qu'il soit occupé par les hommes qui vont le piloter. C'est pas n'importe qui. Il va y avoir à parité donc un Turc, un responsable de l'ONU, très bien, mais aussi un Russe et un Ukrainien qui vont piloter tout ça, parce que les Russes ont mis un certain nombre de précautions autour de cet accord. Ils souhaitent notamment que les bateaux qui vont aller en direction de l'Ukraine soient visités, contrôlés, pour éviter qu'il y ait, par exemple, un chargement d'armes qui pourrait partir comme ça en direction de l'Ukraine. Donc, les Russes sont très à cheval là-dessus. Les Ukrainiens aussi, il y a beaucoup de suspicions. Donc, chacun avance un petit peu en ce moment pour voir jusqu'où on va aller. Mais ça devrait pouvoir se faire. Les Ukrainiens qui, de leur côté, craignent, par exemple, qu'en enlevant, par exemple, un certain nombre de mines à proximité d'Odessa, que les Russes puissent en profiter pour attaquer cette ville qui est évidemment capitale. Pour l'instant, on n'est pas là. Chacun semble aller de l'avant. Et c'est évidemment un bon signe pour les pays dont on parlait récemment, puisqu'il y a près de 25 millions de tonnes de céréales qui sont actuellement stockées en Ukraine, qui sont en souffrance et qui attendent d'être livrés dans des pays qui en ont vraiment besoin. Merci beaucoup Dominique. La chronique éco tout de suite. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Votre programme avec Hiscox, l'assureur des TPE et des indépendants. Et comme on vous connaît très bien, on sait que ça va vous plaire. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume. Alors Emmanuel Macron l'avait annoncé, c'est vrai, le 14 juillet dernier, il veut à nouveau réformer l'assurance chômage pour inciter les demandeurs d'emploi à saisir les offres qui ne trouvent pas preneur. Et ce matin, c'est dans le Parisien, c'est le ministre du Travail qui lève un petit peu le voile sur la possible feuille de route de cette nouvelle réforme. Oui, que dit donc Olivier Dussopt?
que, je cite, nos règles d'indemnisation doivent tenir compte de la situation du marché de l'emploi, comme le fait le Canada. Quand ça va bien, on durcit les règles. Et quand ça va mal, on les assouplit. Traduction, Pierre, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Déjà qu'il va falloir se mettre d'accord sur la façon d'évaluer la situation de l'emploi qui justifierait de changer les règles. Ça pourrait être par exemple le fait que pendant plusieurs trimestres consécutifs, le chômage augmente ou baisse. On a vu que là, il avait baissé. Est-ce que c'est 2 trimestres de suite ? Est-ce que c'est 3 trimestres de suite ? Ça, c'est vraiment un point qui pourrait être négocié avec les partenaires sociaux. Mais ça pourrait aussi, c'est ce que dit le ministre, être une commission d'experts qui se chargerait de cette évaluation, comme c'est le cas finalement pour le SMIC, où chaque année, vous avez un groupe de 5 économistes qui publient un rapport dans lequel il fait des préconisations au gouvernement sur l'évolution du SMIC. Et donc, selon que ça va mieux ou que ça va moins bien, qu'est-ce qui pourrait changer alors concrètement ? Alors là, vous pouvez actionner 2 leviers finalement. Premier levier, c'est là où les durées d'indemnisation, parce que je vous rappelle qu'en France aujourd'hui, on a un maximum de 2 ans pour les moins de 53 ans, puis qu'après ça augmente, ça va jusqu'à 3 ans pour les 55 ans et plus. Donc cette durée, elle pourrait varier davantage. Et puis le deuxième levier, c'est le niveau des allocations, le montant versé. Aujourd'hui, l'indemnité que perçoivent chaque jour les demandeurs d'emploi qui ont droit à l'ARE, l'allocation de retour d'aide à l'emploi, elle est fixe, sauf pour une catégorie de demandeurs d'emploi. C'est ceux qui se sont retrouvés au chômage alors qu'ils gagnaient avant 4 500 € par mois. Pour eux, on est en mode dégressivité, c'est-à-dire qu'ils perdent 30% de leur indemnité après 6 mois d'indemnisation. Alors, justement, pour justifier cette dégressivité, l'argument c'était que les cadres, puisqu'on parle des cadres là, sont dans une situation de plein emploi et que donc c'est plus facile pour eux de retrouver du travail. Et l'idée c'est d'étendre finalement ce principe à tous les demandeurs d'emploi. Alors Pierre, vous le disiez tout à l'heure, Olivier Dussopt évoque l'exemple du Canada. Quelle est la règle là-bas ? Alors là, c'est selon le taux de chômage de la région où vit le demandeur d'emploi. Vous avez donc d'un côté la durée d'indemnisation qui va varier. Alors elle va varier du simple au triple. C'est pas rien. Ça voudrait dire, si on faisait pareil en France, que on aurait entre 1 année et 3 années d'indemnisation. Et puis alors il y a le calcul de ce que va toucher le demandeur d'emploi. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est horriblement compliqué. Mais disons, pour faire simple, que plus le chômage, le taux de chômage est bas, plus le calcul est défavorable, si j'ose dire, aux chômeurs. Bon, tout ça, ça donne finalement un cadre de ce que le gouvernement aimerait mettre en place. Mais vraiment, on n'en est qu'aux prémices de cette réforme qui, je le répète, est souhaitée par le chef de l'État. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. C'était votre programme avec Hiscox, l'assureur des TPE et des indépendants. Et comme on vous connaît très bien, on sait que vous voulez la suite. 15h20, c'est les vacances. On va partir près de Lyon à la découverte du plateau d'Iséron où on peut exercer pas mal d'activités en plein air et où on peut en plus prendre un petit peu le frais puisqu'on est à quoi ? 700 mètres d'altitude. C'est pas négligeable à l'heure actuelle. Reportage de Damien Charton avec Camilla Giosice. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Donc là, du coup, t'es tout bien attaché. Le but, ça va être de s'allonger en fait entièrement dans ton baudrier. Donc tu peux te baisser comme ceci. Voilà, super. Dernière consigne avant le grand départ à bord de cette tyrolienne. Allez, bonne descente à toi. 3, 2, 1. Ça y est, l'aventure commence. Une balade dans les airs d'1 kilomètre au-dessus du plateau d'Iséron. Quelques minutes suspendues. De retour sur la terre ferme, cette famille est séduite. On décolle, le cœur il s'affole un peu et puis après c'est incroyable, on a l'impression d'être un oiseau en fait. C'est très cool, très doux, avec une visualisation sur la vallée impressionnante, c'est génial. Un peu plus loin, ces apprentis sportifs découvrent l'acrobranche. Comment ça se passe ? Bien. Ouais, t'as pas peur ? Non. Perché à environ 1 mètre au-dessus du sol, Clément doit passer de l'autre côté de cet obstacle. Un défi d'équilibre sous le regard attentif de sa mère. Ils se débrouillent plutôt bien, hein. Donc voilà, c'est vraiment sympathique. Ces parcours ludiques, ça leur permet vraiment de passer de très bonnes vacances et puis voilà, de bien s'amuser.
et se dépenser. Sur le site, 19 parcours d'acrobranche plus ou moins difficiles sont proposés aux grimpeurs. Ce que j'ai préféré, c'est le saut de Tarzan. C'est celui qui fait un peu plus peur, donc c'est plus drôle, quoi. Le plus drôle pour Justine et ses camarades, mais pas forcément pour tous leurs accompagnateurs. Ah, ça y est, ça y est. Ah, ça y est. Ouais, moi, ça me fait la trouille, c'est tout.